Et bonjour à tous. Bonjour, bonjour Romain, Bonjour à bonjour à tous. toi. Salut Bastien, salut Romain. Salut Je les suis gars. ravi de vous avoir aujourd'hui De même. Plaisir dans cet partagé. épisode 0 du Huge Live, le Ouais, ça tout fait premier, très plaisir. le Genesis. On va attaquer tout de suite. On a Bastien aujourd'hui qui est là aux commandes. C'est lui qui pilote, donc c'est lui qui passera vos questions à la fin. On va se prendre 5 minutes pour poser les questions à Romain et c'est lui qui va nous faire la réalisation du live. Donc, c'est parti. Bastien, je te cache, Ouais, du live c'est parti. et puis on se lance. Romain, t'es prêt? Ready. Ah, trop bien. Allez, let's go. Ok, à toute basse. À toutes. Bah, du coup, merci. Merci d'être là. Ça fait très très plaisir. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. Romain, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour à tous, moi c'est Romain, je suis lillois, j'ai 36 ans. Ça fait déjà 3 ans du coup que je suis dans l'industrie blockchain et que c'est devenu pour moi une passion plus que dévorante. Ok. Hem, comment tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es arrivé dans cet univers, l'univers Web3, crypto, ce que tu faisais avant? Ouais, Dis-nous-en un peu plus. avec grand plaisir. Ça s'est fait, on va dire assez progressivement. Il y a plusieurs étapes. Moi, il faut savoir qu'à l'origine, je viens du milieu de la santé, donc j'étais infirmier pendant, on va dire 8 ans. Donc j'ai porté la blouse en comptant les études infirmières, une dizaine d'années. Et moi, je m'intéressais, enfin, quand j'étais gamin, on m'appelait Monsieur Pourquoi. J'aime bien me poser des questions et je voyais que le système de santé, en fait, progressivement, se cassait la figure, on va dire. Et je m'étais posé un peu la question, pourquoi? Comment ça se fait? Comment l'argent est géré finalement dans les services hospitaliers? Comment fonctionne un peu l'ingénierie financière finalement dans un hôpital? Et donc, ça m'a amené à poser d'autres questions. Voilà, comment on peut distribuer de l'argent dans les services publics? Ce qui m'a amené à me poser la question, comment fonctionne l'argent? Comment fonctionne la monnaie? Comment fonctionnent les banques centrales? Comment fonctionne le milieu de la finance? Donc quand j'ai compris un petit peu le système, bon, j'ai trouvé que le système était quand même assez biaisé, qu'il n'était pas égalitaire, qu'il n'était pas optimal. Et c'est le moment donné où j'ai commencé à voir le bitcoin qui arrivait sur mon radar, donc c'était, aux alentours de 2016-2017. J'avais pas forcément compris au départ ce que c'était la blockchain, l'intérêt que ça pouvait avoir en termes de use case, mais c'était encore assez précoce finalement à cette époque-là. Mais toujours est-il, je m'étais dit franchement cette monnaie numérique-là, ça peut vraiment résoudre beaucoup de solutions avec, une total supply, qui est finie, par rapport à l'impression monétaire, voilà, qui génère de l'inflation. Et d'ailleurs, bon, ça c'est clairement la comment dire? L'actualité du moment. Et donc ça, c'était la première étape. Donc du coup, je m'étais intéressé à ça, sachant que je faisais déjà un peu de trading, sur des small caps. Tout ce qui était finance, c'était des sujets qui m'intéressaient beaucoup, tout ce qui était IT, également. Je suis un geek de la première heure. Et donc ça, c'était la première étape. Et donc suite à ça, par un heureux hasard, j'ai eu l'occasion du coup de rencontrer un porteur de projet, dans la crypto. Et du coup, c'était un challenge pour moi. Et du coup, je suis rentré dans un premier projet il y a ça environ un peu plus de 3 ans maintenant. Et depuis, c'est devenu une passion de plus en plus, dévorante. J'ai eu l'occasion d'apprendre énormément sur le sujet. J'ai eu, l'occasion de voir arriver la vague des NFT, la vague des IO, et cetera, donc la DeFi. Et donc, à chaque fois, pour moi, c'était de nouveaux cas d'usage et de nouvelles potentialités finalement pour révolutionner différentes industries. Donc voilà un petit peu mon parcours et qu'est-ce qui est le why en fait. Qu'est-ce qui m'a finalement intéressé au départ dans tout ce qui était comment dire, la blockchain et les crypto-monnaies. Et là aujourd'hui, vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment tout ce qui est cas d'usage, c'est-à-dire comment Madame Michu, comment l'utilisateur quotidien peut finalement avoir comment dire, des solutions en fait qui apportent comment dire, des choses finalement dans le quotidien. Donc OK. voilà. Bah, du coup, ça me fait, une super transition quand tu parles du why. Heu, est-ce que tu peux nous faire une réponse, en 2 temps? Nous expliquer ce que tu fais maintenant, actuellement et surtout, pourquoi tu le fais? D'accord. Écoute, là, en fait, je suis cofondateur d'un incubateur de startup Web3 qui s'appelle Lamine. Pareil, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Au départ, avec mon associé, Éloi,
On avait vocation à développer plutôt une agence orientée growth, no-code et marketing, puisque c'est vraiment notre identité et c'est ce qu'on aime faire finalement dans la partie Web3. Et on a commencé à faire de l'advisoring, du consulting gratuitement pour juste vérifier est-ce qu'on a une proposition de valeur, est-ce qu'on dit c'est pertinent, est-ce qu'on a des conseils qui sont intéressants. Donc, on a rencontré beaucoup de porteurs de projets, on leur a apporté des conseils, etc. Et on voulait valider finalement que ce qu'on disait pouvait avoir une valeur auprès de porteurs de projets. Donc ça a été validé. Et puis, une chose en une autre, on a identifié le marché, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des problématiques, que c'était pas évident quand tu es porteur de projet dans les premières steps. Tu te sens un peu seul, tu es obligé de tout gérer, c'est-à-dire que tu es tout seul, ou quand tu es 2, 3 ou 4, tu es obligé d'être multicasquette. Et finalement, il y a souvent des lacunes, tu vois, sur mettre en place des choses assez basiques comme un business model Canva, un pitch deck, un white paper. Voilà, c'est pas des choses qui sont forcément évidentes. On ne sait pas forcément à qui avoir affaire. Aujourd'hui, tout le monde est Web3 spécialiste, Web3 évangéliste. C'est un peu le bullshit word sur LinkedIn après blockchain ou autre. Et nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment apporter de la valeur ajoutée lorsque finalement tu es au tout début de ton projet et tu te sens un peu seul. Tu te prends des murs, tu te prends des claques, c'est vraiment pas évident. Et donc, naturellement, en fait, on s'est orienté à développer un incubateur en proposant finalement une solution dans laquelle on propose de la formation en mode do-it-yourself. On propose de l'advisoring, de la mise en relation avec des agences, des business angels, des ventures capital, des directeurs financiers, des avocats, enfin bref, tout le réseau qu'on a. Et aussi une partie perks avec des réductions pour pouvoir finalement faire gagner du temps et de l'argent et diminuer le ticket d'entrée finalement aussi de l'entrepreneuriat Web3, parce qu'on s'est rendu compte que au tout début, quand tu n'as pas forcément levé des fonds, c'est difficile de sortir un billet à 5 chiffres. Et donc, nous, on voulait se positionner vraiment sur ce moment-là, parce que c'est le moment donné où finalement tu décourages assez vite, parce que tu te prends des murs, tu te prends des portes, c'est pas évident. Et nous, on voulait vraiment se positionner sur les premières étapes pour pouvoir permettre au maximum de projets Web3 finalement d'arriver sur un MVP, sur une solution viable. Ok. Ouais, franchement, je trouve que c'est une partie qui est très importante d'avoir cette envie de donner la chance à des projets dès le début et de sortir un petit peu des sentiers battus et de ce qui se fait d'habitude. Tu as dit que tu avais monté le projet avec ton associé Éloi, C'est ça. que je connais aussi. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, cette fine équipe? En fait, on s'est rencontrés il y a de ça environ 3 ans. Donc, on s'était rencontrés pour réfléchir sur un projet commun. La vie fait que ça ne s'était pas fait. Mais voilà, on avait bien matché au niveau de nos valeurs humaines et au niveau de notre mindset. Parce que moi, c'est un sujet qui est vraiment super important. On a beau dans le Web3, dans l'IT, la relation de confiance, les valeurs humaines, pour moi, c'est quelque chose de super important, vraiment, mais même indispensable. Et puis, il y a de ça un peu plus d'un an, on rediscutait un petit peu. Il m'expliquait que lui, voilà, il était un petit peu dans un pivot avec sa société qu'il était en train de fermer, qui était un peu en recherche finalement de nouvelles projets, de nouvelles perspectives. Et du coup, on s'était retrouvés sur LinkedIn. LinkedIn, qui est d'ailleurs, petite parenthèse, un formidable réseau pour faire du business, des partenariats, rencontrer des gens. Enfin, moi, c'est 95% quasiment, enfin, j'exagère un peu, mais 95% de mes rencontres et de mes belles surprises dans le business. Et donc, du coup, j'ai dit, écoute, on s'appelle. Et on s'est appelé. Et là, par contre, directement, on a passé 2 heures au téléphone. Il m'a parlé de growth, de no-code, de marketing. C'était là des sujets, moi, qui m'intéressaient beaucoup et sur lesquels j'avais beaucoup appuyé pour le développement de startups. Et moi, je lui ai donné le virus du Web3. J'ai commencé à lui parler de cas d'usage, de plein de dingueries. Et en fait, on a vraiment matché à ce moment donné-là. Et depuis, on ne se quitte plus. Donc, on a travaillé ensemble sur deux précédents projets. Et suite à ça, c'était aux alentours du mois de mai-juin, on a commencé à se dire, tiens, on a appris pas mal de choses sur ce qu'il faut faire et aussi sur ce qu'il ne faut pas faire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment learn by practice. C'est-à-dire, voilà, tu itères, tu fais des erreurs, des fois, de l'expérience finalement. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un truc? Pourquoi pas faire le mariage finalement entre lui, sa belle expertise sur le growth, le no-code, le marketing, moi côté Web3. Et finalement, à nous deux, on s'est rendu compte qu'on avait une vraie belle complémentarité. Donc, on s'est dit, bon, allez,
go quoi, on y va. Ok. Bon, c'est un vrai crush pro, quoi. Et C'est ça, du coup, exactement. vous êtes devenus vraiment potes. Ouais, c'est ça. En fait, on est, enfin, du coup, il y a différentes façons de voir les choses. Il y a ceux qui sont potes avant et qui font du business après. Je recommande pas trop. Souvent, c'est source de complications. Bon, je sais pas s'il y a des auditeurs qui ont déjà vécu l'expérience, mais c'est parfois compliqué. Par contre, quand tu matches au niveau pro et vraiment tu te rends compte que ça va, enfin, les idées, ça va vite, que tu te répartis bien les tâches, ce que l'un n'aime pas faire ou ne sait pas faire de manière optimale, l'autre le fait bien, enfin, ça matche bien au niveau pro. Quand tu es capable de te dire à l'un à l'autre, bah, quand ça va pas, quand c'est nul, tu vois, en mode, bah, tu as bossé une après-midi sur un truc et puis tu dis, bah non, c'est nul, faut tout refaire. Que l'autre soit capable de l'entendre et inversement, là tu dis, bon, bah voilà, on va vite, on avance bien. Et donc, ouais, effectivement, au niveau professionnel, ça a très, très vite matché. Et naturellement, c'est vrai qu'on est devenus très, très bons amis. Donc, au niveau personnel aussi, ça marche très bien. Et du coup, c'est vrai que il n'y a pas vraiment de frontière entre le pro et le perso, parce que quand on se voit en perso, on parle aussi un peu de business. Quand on est en pro, bah, on parle du business aussi. Enfin bref, c'est vrai que voilà quoi. Bah, d'ailleurs, dans le Web3, je ne sais pas ce que tu peux en dire, mais c'est vrai que la frontière entre le pro et le perso, elle n'existe quasiment plus. Moi, je sais que bah, dans mon quartier, à Lille-Oisem, tous les commerçants savent que je suis dans la crypto, que ce soit le boulanger, que ce soit le tabac, le bar du coin. Bon, je ne les saoule pas trop avec ça, hein, j'ai d'autres sujets de conversation. Mais c'est vrai que régulièrement, ouais, j'aime bien parler de ça quand je suis dans le taxi, quand je fais des rencontres. J'aime bien leur parler de ces sujets-là parce que c'est vraiment une passion pour moi. Et leur faire comprendre surtout que c'est un sujet actuel, quoi, et que ça va toucher tout le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment le côté adoption et vulgarisation. Et c'est ça qui a donné le virus du Web3 à Éloi. Je l'ai tellement saoulé avec mes idées qu'il est devenu bah, lui aussi, comment dire, piqué de ce virus-là, quoi. Il y a un côté bienveillant un peu dans le Web3 que j'apprécie beaucoup. Et il y a cette vision de construire ensemble le futur du web. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est différent de ce que j'ai pu expérimenter. Et je te rejoins tout à fait sur le côté, il vaut mieux avoir un crush pro et devenir pote ou vraiment ami avec la personne plutôt que l'inverse. Parce que quand tu es ami et que tu montes une boîte, et j'en sais quelque chose avec des amis, parfois, t'es pas vraiment au courant de leur capacité de travail ou, est-ce qu'ils vont savoir rusher, sprinter ou, comme tu dis, pouvoir, permuter les tâches. OK, t'es pas bon là-dessus, bah, go focus-toi là-dessus, moi je me focus là-dessus et puis on brainstorm ensemble les trucs sur lesquels on est un peu moyens tous les 2 et ça fait une vraie symbiose. C'est important, je trouve. Je suis d'accord avec toi, on est alignés. Et donc du coup, j'imagine que vous êtes pas que tous les 2 sur la Eh, mine. Est-ce que tu peux me parler un petit peu apparemment, j'ai des messages comme quoi la vidéo est indisponible. la vidéo est indisponible? On regarde sur WhatsApp. Ah, la vidéo serait indisponible? Vidéo en direct indisponible. Ah bon? Ouais. Ouais, visiblement, on a des petits problèmes de connexion, je pense, avec LinkedIn. Il y Ah! a plusieurs retours de personnes qui nous disent que le live a été coupé, visiblement. OK. Ça, c'est très bizarre parce que le live, il fonctionne très bien de notre côté. Mmh. La vidéo est illisible ou a été supprimée? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh beh, ce sont les Les jeux Les du aléas direct. du direct. Exactement. les aléas du direct. Ah, on a quelqu'un qui nous dit: «Je vous vois pourtant». Ah. Ouais, dans les commentaires, c'est vrai, ouais. Bah alors? C'est le son qui marche pas ou... Ouais, dites-nous si vous nous entendez bien. Parce que j'avoue, moi, je suis parti, bille en tête, hein. On était bien lancé en plus. Ouais, et puis surtout tout marche, c'est pas comme si on l'avait pas répété 10 fois ce live, C'est ça. chers chers téléspectateurs, enfin LinkedIn spectateurs. Non, on est plutôt préparés et et ça fonctionnait très bien. C'est fou ça. Il y a eu 11 personnes en live et plus rien, nous dit Éloi. OK et ben, Ça doit bugger de côté LinkedIn, je pense.
Ouais, ils étaient pas prêts, on était trop, 170 personnes, c'était trop pour le live. C'est ça. Comment je peux faire Ouais, c'est vrai que je vois qu'un problème est survenu sur LinkedIn. On peut pas rafraîchir la page. Alors Arthur nous dit que ça marche très bien pour lui. Peut-être un souci juste de transmission de l'information. Peut-être que le live affiche 0 personne, mais qu'il y a bel et bien des gens qui sont en direct. Peut-être que la transmission ne se fait pas entre StreamYard et... Ouais. Pas de souci non plus, mais je vois que 3 personnes de connectées. Ah ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre. Au pire, on continue. De Ouais, toute c'est ce que j'allais façon, il y dire. aura le replay de dispo. Ça, Ouais. c'est pas grave du tout. Vous inquiétez pas. Vous allez avoir le replay. Et tu es probablement en train de regarder notre replay d'ailleurs. À ce moment-là, au moment où tu le regardes. C'est ça. Bah, du coup, on enchaîne. C'est pas grave, c'est le premier, ça arrive. Ça C'est le arrive. Genesis, c'est la version C'est ça. Genesis, ça fait partie du jeu. C'est pas grave. C'est le minage du bloc qui s'est pas passé comme prévu. Du coup, oui, je te disais, tu es avec Éloi sur la mine et j'imagine que tu es pas tout seul. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes autres associés, advisors, les personnes qui gravitent autour du projet dans l'ensemble? Bah, là, techniquement, c'est vrai que la société, on l'a constituée à 2, donc on est, à ce jour 2 associés. On a voulu déjà, à nous 2, commencer à construire vraiment une base solide, avec notre vision des choses, sachant que derrière, on a une vision assez décentralisée. C'est-à-dire que, en fait, notre incubateur, finalement, c'est aussi une sorte de réceptacle, dans lequel, en fait, finalement, on va travailler, nous, avec des agences partenaires, donc des agences de growth Web3, des agences de marketing, des agences qui sont spécialisées dans le mine de NFT, des agences qui sont spécialisées dans les tokenomics, des avocats, etc., des directeurs financiers, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler en collaboration, des métaverses aussi d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment de travailler en collaboration. Nous, on n'est pas forcément, tu vois, axé sur la production, même si notre agence, on continue à la développer, bien sûr. Mais l'incubateur en lui-même, si tu veux, c'est vraiment un réceptacle dans lequel finalement on va travailler avec d'autres agences qui vont pouvoir finalement apporter leur plus-value sur la mine, qui vont nous proposer du coup du contenu avec aussi des avocats, etc. Et d'ailleurs, effectivement, voilà, ça reste à venir, mais on réfléchit aussi du coup à onboarder des futurs associés. Maintenant que là, les choses commencent à être vraiment bien posées, on a notre LMS, notre outil de formation, notre web app qui est quasiment finalisé. On a quand même bien avancé sur la communication, on commence à avoir un beau pool de partenaires. Donc là, ça commence à être le moment donné, effectivement, pour nous de scaler et d'augmenter finalement notre capacité de traction et notre capacité de développement. Nous voilà un petit peu pour tout ce qui est partie associée d'Advisor, même si effectivement, encore une fois, aujourd'hui, je précise, on est 2 associés. Ça sera amené très certainement à changer, même d'ici peut-être pas très longtemps d'ailleurs, mais bon, j'en parle pas tant que s'il n'y a rien qui est acté. Parce que ça, c'est aussi une chose, du coup, que je reprécise. Nous, on veut vraiment aussi, enfin, c'est pas prétentieux, mais on veut vraiment assainir le marché, faire les choses de manière très propre, très carrée. Donc, tous les logos partenaires avec lesquels, qui vont être affichés sur la mine, l'idée, c'est qu'à chaque fois, en amont, il y a un contrat qui est signé avec le droit à l'image, l'apport d'affaires, le partenariat, etc. Donc, il y a des personnes avec lesquelles on s'entend très bien là aujourd'hui, mais le contrat n'est pas fait, tu vois, ou il n'est pas signé, ou ça traîne, ou peu importe, donc on relance. Mais tant que c'est pas acté, nous, effectivement, ça n'apparaît pas sur le site web. Donc, l'idée, c'est pour nous aussi, c'est vraiment de contractualiser les choses à chaque fois, même si, bon, voilà, avant tout, ce qui est important, c'est les valeurs humaines et la confiance mutuelle. Mais vraiment, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de contractualiser les choses, que les choses soient vraiment carrées, en bonne et due forme. Sinon, pour nous, voilà, on n'avance pas sur la... Enfin, je ne vais pas dire qu'on n'avance pas sur la collaboration, mais on aime à ce que les choses soient vraiment carrées en amont avant de pouvoir, on va dire, officialiser une collaboration. C'est important pour nous. Et citer les gens, ouais, je comprends C'est tout à ça. fait. Écoute, moi je pense que tout le monde voudrait avoir des invités comme toi parce que tu me fais des perches, mais magnifiques pour ma prochaine question. Je voulais te demander ce que c'était les valeurs autour du projet, autour de la mine.
Nos valeurs, déjà, elles sont affichées sur notre site web, tu vois. Bon, j'ai pas tout à faire, mais c'est no bullshit. Déjà, c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui, tout le monde est un peu expert du Web3. Il y a aussi pas mal de personnes qui étaient dans le Web 2 et qui ont saisi un petit peu la hype, mais qui n'ont pas forcément toute la notion sur comment builder un projet, comment l'aider à croître, etc. Donc l'idée, c'est vraiment nous proposer vraiment du contenu et que du qualitatif. Donc ça, c'est important pour nous. On a aussi une vision de bienveillance, c'est-à-dire qu'on n'est pas les derniers non plus, tu vois, à donner des tips, à faire de la mise en relation, tu vois, sans forcément de monétisation derrière. Nous, ce qu'on veut aussi, on veut être amené à devenir une sorte de hub du Web3. C'est-à-dire faire ce qu'on fait déjà finalement. On fait déjà, entre guillemets, une sorte de mariage arrangé avec tel ou tel type de projet. On lui dit, écoute, va voir un tel, va le voir de ma part. Donc ça, on le faisait déjà en amont. Et ça, c'est vraiment un peu notre valeur, c'est vraiment de pouvoir permettre des connexions et des synergies dans ce Web3 français et francophone pour vraiment défendre finalement notre pays aussi face aux Américains, parce que le Web 1, le Web 2, c'était les Américains. En France, on a quand même énormément de talents, de startups, de porteurs de projets. On a vraiment tout ce qu'il faut. C'est d'ailleurs drôle, c'est-à-dire qu'on a même une adoption qui est largement pas à hauteur finalement des projets en France, qui sont quand même assez nombreux. Et donc l'idée pour nous, c'est vraiment aussi de défendre finalement cet écosystème français et de le permettre de se développer du mieux possible. Donc ça, c'est vraiment des valeurs qui nous sont chères. Et puis voilà, tout simplement. Nickel. Sur le site de lamine.io, hein, je vous rappelle l'adresse du site, lamine.io, vous bâtissez votre accompagnement autour de 4 grands piliers, les cryptos, la blockchain, le NFT et le métaverse, enfin les NFT et le métaverse. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces 4 piliers et éventuellement, si tu peux nous en dire aussi un peu plus sur la répartition des incubés? Autour de quel projet vous avez le plus de personnes ou qu'est-ce que vous avez actuellement comme répartition sur les projets que vous incubez? Sans les citer, hein, bien sûr, mais Bien sûr. Bon, on a des projets qui sont assez hétéroclites. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la partie use case. C'est le cas d'usage. À quoi ça sert? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un projet peut apporter finalement dans le quotidien? Est-ce que le marché est bien identifié? Est-ce que ça répond finalement aussi à un time to market? C'est-à-dire, est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est le bon moment? Donc, ça, c'est vraiment super important pour nous. On a, par exemple, un projet qui a proposé des solutions pour les gestionnaires de patrimoine. On a un projet de tokenisation immobilière. On a un projet qui est lié au domaine du luxe. On a un projet aussi qui a vocation à devenir un réseau social Web3 et décentralisé. Et on a aussi un autre projet qui va être finalement un outil de gestion des réseaux sociaux, de planification, d'organisation, etc., qui sera orienté Web3. Donc, tu pourras aussi planifier tes posts dans ton Discord, dans ton Telegram, du coup, sur les réseaux sociaux qui sont orientés Web3 et pas que, sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Donc, voilà un petit peu la typologie de projet qu'on a actuellement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de faire de la qualité. On ne recherche pas forcément de la quantité, d'avoir dizaines, quinzaines de projets. C'est pas important pour nous. Ce qui compte vraiment pour nous, c'est déjà, est-ce que nous, on a une valeur ajoutée pour tel ou tel type de projet? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils sont peut-être pas trop développés ou, quelle est la valeur ajoutée éventuelle qu'on pourrait apporter? Et aussi, est-ce que les projets nous plaisent finalement? Donc, ça, c'est vraiment un critère important. Faut que le projet nous plaise et avant qu'on puisse l'accepter, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est votre image aussi avant tout, au-delà Ouais, d'essayer d'aider les entrepreneurs du web 3, faut pas non plus se griller en mettant en avant un projet qui finalement, voilà, va escroquer parce qu'on entend beaucoup de choses, hein, sur la mmh, crypto, le web 3, tout ça. Il y a beaucoup de projets qui scamment ou qui rug pull comme on dit. Donc, effectivement, vous devez être doublement vigilant sur les projets que vous incubez pour ne pas vous retrouver avec des projets qui font mal aux utilisateurs, tout à comme fait. on a pu le voir. D'ailleurs, comment vous sélectionnez les projets, chez la mine? Tout simplement déjà, ça commence par le début. Ça commence par une visioconférence en général, donc on discute un petit peu, on découvre le projet, on cerne un petit peu aussi au niveau des valeurs humaines, parce que ça je le répète, hein, c'est pas la première fois que j'en parle, mais c'est important aussi le why, tu vois? Entre un porteur de projet, tu lui dis: «Bah, voilà, pourquoi tu développes ton projet?» S'il nous répond qu'il veut un yacht,
bah, déjà, nous, on a d'esprit quand même assez green. Donc, nous, on est quand même assez porté sur l'écologie, sur des projets potentiellement aussi qui ont des impacts sociétaux et écologiques positifs, ou en tout cas, minimum, qui ont des valeurs finalement qui correspondent aux nôtres. Donc ça, c'est la première étape. Après, en fonction des différents stades, parce qu'on a certains projets qui sont que dans l'idéation, donc il n'y a même pas de fiche deck, il n'y a même pas de white paper, il y a que l'idée dans la tête quasiment. Donc ça c'est des types de projets comme ça, on peut les accompagner aussi. Donc là, il y a pas de, on peut pas étudier la matière vu qu'en fait finalement on va la co-construire avec le porteur de projet. Mais bon, du coup, ça garantit aussi la qualité de cette production de documents vu qu'on va les co-construire. Mais si on a déjà, tu vois, s'il y a déjà un pitch deck, etc., on va poncer le pitch deck, on va ici étudier le background du coup des porteurs de projet, on va les voir un petit peu sur LinkedIn, on va les voir sur société.com, on va voir ce qu'ils ont fait avant, un background check. Bon, on va pas jusqu'à faire une enquête policière, mais bon, voilà, on travaille pas, par exemple, tu vois, avec comment dire, un singe avec une tête de profil et qui s'appelle Jackie 243, tu vois. Non, nous, il faut une personne identifiée, si possible, même plus que recommandé, d'avoir une société constituée ou en cours de constitution ou en projet de constitution. Pour nous, c'est super important. Tu vois, c'est pas une image de profil avec un singe qui fait la grimace, qui s'appelle Jean-Jacques 341, et du jour au lendemain, il disparaît avec la caisse. Non, non, nous, ça fonctionne pas comme ça. Il faut que la personne, on connaisse son nom, son prénom, qu'on sache un petit peu ce qu'elle a fait avant, quelles sont ses valeurs, jusqu'où il veut aller dans son projet. Pour nous, ça, c'est des critères qui sont vraiment totalement indispensables. Ok, bah, du coup ça c'est vraiment une des particularités je pense de la mine.io, c'est que vous êtes capable de prendre des projets depuis ce que vous appelez l'idéation Ouais. sur le site. Donc c'est divisé en 5 étapes sur votre site, de Mhm. l'idéation jusqu'au décollage. Et c'est vraiment une super approche, je trouve, d'avoir cette espèce de vision où tu peux rentrer un peu à n'importe quel moment, même si, comme tu l'as dit, tu as juste une idée dans ta tête. Mais si tu es convaincu et que tu penses que bon, peut-être pas que ça va changer le monde, mais déjà que ça va changer le web, c'est une bonne chose parce que ça peut changer le monde derrière. Mais c'est vraiment une particularité que vous avez et je trouve ça super de pouvoir prendre les gens dès le tout début, vraiment dans l'enfance, dans la naissance du projet. L'idéation, c'est un des moments donnés où tu te sens le plus seul et où tu as potentiellement besoin d'aide. Si dès l'idéation, tu pars sur. Je vais donner un exemple assez révélateur. Tu veux un projet mass market. Donc, tu veux un projet voilà, qui va servir à Madame Michu et tu as une connexion via un wallet MetaMask. Bah non, non, c'est pas possible. Madame Michu, elle va pas créer sa seed phrase. Et c'est pas possible. Donc déjà, il faut réfléchir par exemple avec une solution on-ramp. Alors, tant pis pour la décentralisation, mais une solution, tu crées ton wallet directement avec une adresse mail. Je vais donner un bon exemple, un exemple qui s'appelle Sorar. Cocorico, d'ailleurs, un très beau projet français. Donc Sorar, il proposait du coup des sortes de cartes Panini, hein, des NFT dans le domaine du foot. Bon, ça reste assez centralisé parce que tu t'inscris avec une adresse mail, tu n'as pas vraiment la possession des NFT. Néanmoins, franchement, bravo à eux. Combien de supporters de football se sont intéressés du coup à ce projet Sorar? Combien du coup, en second temps, finalement, se sont intéressés au NFT et ont poussé un petit peu les choses? Donc voilà, dès l'idéation, c'est important finalement de savoir où on va parce que on peut très bien avoir une belle idée, mais finalement se planter dès le départ et commencer à monter un pitch deck, commencer à avancer, commencer à itérer, et puis se rendre compte que finalement ça mène à rien. Donc effectivement, dès l'idéation, c'est important pour nous parce que c'est le moment donné là où finalement l'âme du projet peut se constituer. Et on a là, par exemple, un des projets qui est un réseau social Web3 décentralisé. Et quelque part, finalement, voilà, ça devient aussi un peu notre bébé parce que on donne des conseils, on dit on pourrait faire ci, on pourrait peut-être faire là. Moi, c'est vrai que ce soit Éloi et moi-même, on a 10 000 idées de projets dans notre tête tout le temps, des use cases. Là, il n'y a pas longtemps, pareil, j'ai vu un tweet, un thread super intéressant sur la DeSci, c'est-à-dire la science décentralisée. J'en ai parlé à mon associé Éloi, j'ai dit, mais mon cerveau a grillé, quoi. J'ai passé des heures à me dire, on pourrait faire ci, on pourrait faire là. Et donc, du coup, toute cette émulation finalement naturelle qu'on a en disant, on peut faire ça avec telle technologie, avec ceci et cela, on a une veille commerciale et technologique permanente, en fait, ça nous permet directement, uniquement dès l'idéation, de dire,
ah ouais, l'idée, elle est cool, on pourrait faire ça avec ceci, avec celle-là, avec telle solution, avec tel outil. Donc, dès l'idéation, finalement, on est déjà capable de construire enfin, d'aider à construire finalement une ébauche déjà de projet et de pouvoir finalement dire aux porteurs de projet, ouais, c'est possible. Et on peut faire ça comme ci, comme là. Donc, effectivement, c'est important pour nous d'agir dès les premières steps, si nécessaire en tout cas. Mmh. Bah, du coup, vous prenez les vous prenez les incubés depuis l'idéation, mais j'ai lu quelque chose sur le site, vous leur demandez un plan à 20 ans. Ouais. Donc j'ai 2 questions pour toi. Première question, c'est pourquoi un plan à 20 ans? Et quel est le plan à 20 ans de la mine.io et du coup ta vision du web3 dans 20 ans? Alors, sur le premier plan, effectivement, ça peut paraître dingue, parce que tu dis 20 ans, déjà 6 mois dans le Web3, c'est énorme. 6 mois dans le Web3, c'est 10 ans. Mais pour nous, c'est important parce que finalement, quand tu fais ton plan à 20 ans, tu fais un peu ta commande au Père Noël, entre guillemets, en disant, bah tiens, dans 5 ans, imaginons, bon, bah, tu es le projet de tokenisation immobilière, leader mondial, dans 10 ans, ceci, cela. Et en fait, finalement, ça permet aussi de se projeter en dehors, finalement, de son projet et de plutôt que d'avoir la tête dans le guidon, de réfléchir sur les 6 mois, 1 an, nous vraiment, voilà, on se dit, bah, pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi pas à 20 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que ton projet va être? Quel va être son pouvoir finalement dans la société? Et donc finalement, ça paraît contre-intuitif de se dire un why et qu'est-ce que tu vas être dans 20 ans? Mais finalement, quand tu fais l'exercice, tu te rends compte que c'est vraiment sympa parce que finalement, tu sors des idées que tu aurais peut-être pas forcément pensé et ça te permet d'avoir un cap. Ça te permet de te dire, bah tiens, pourquoi je fais ça? Jusqu'où je peux aller? Jusqu'où j'ai envie d'aller? Alors effectivement, hein, dans 20 ans, tu refais le point et peut-être que tu es pas allé, là où tu pensais. Mais au moins, ça te permet, finalement, tu vois, comme si tu étais sur un bateau, finalement, en pleine mer, bah, tu sais où tu vas, quoi. Tu as la vision de l'horizon et tu sais, où tu vas, ben, sur les prochaines vagues. Tu sais, où tu vas pour t'orienter et tu sais, bah, là où est ta destination future. Et donc, sur le why de la mine, bah, écoute, j'ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment devenir voilà, une sorte de hub du Web3. Nous, ce qui nous intéresserait aussi à terme, ça serait pourquoi pas aussi de pouvoir nous investir à terme sur des projets, de pouvoir les aider à se développer, de pouvoir développer une académie. On voudrait aussi finalement aussi impacter aussi dans les grandes écoles, proposer de la formation pour pouvoir former les talents de demain. Parce qu'on sait que les besoins en termes de talent dans le Web3 vont être exponentiels. C'est énorme. Moi, je me souviens, j'avais fait une présentation, une visio dans une grande assurance française. Je leur avais dit, si vous aimez vos enfants, formez-les à la blockchain. Donc, ça a fait sourire pas mal de personnes. Et j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à ça et de parents qui m'avaient dit, bah tiens, ouais, j'ai mon gamin qui est dans la crypto-monnaie, je comprenais pas trop. Et merci, tu m'as rassuré, quoi. Sachant Mmh. que, tu vois, faire la présentation et expliquer un peu le domaine des crypto-monnaies dans le domaine de l'assurance, c'est un peu comme si c'était avant le big boss final des banques, tu vois, parce que c'est vrai que c'est des milieux qui sont pas très réceptifs naturellement au départ sur tout ce qui est décentralisation, crypto-monnaie. Donc c'était pour moi assez drôle finalement d'être dans ce milieu de l'assurance, alors que voilà, je vais pas dire que j'étais pas le bienvenu, mais bon, c'est pas l'endroit où naturellement, je veux dire, t'étais accueilli à bras ouverts dans ce domaine. Et finalement, bah, ça s'est super bien passé, j'ai eu très bons retours. Et effectivement, je leur avais dit, je dis voilà, si vous aimez vos enfants, formez la blockchain, intéressez-les, poussez-les là-dedans, parce que c'est une révolution technologique qui va impacter toutes les industries diverses et variées. Voilà, c'est encore le moment, hein, c'est encore le moment, hein. On est à peu Oui. près au niveau d'adoption de la blockchain et des crypto-monnaies d'Internet en 97 ou en 98. Les GAFAM n'existaient pas encore à l'époque. Donc, tout Bien est à sûr. faire, vraiment tout est à faire. Ça, c'est quelque chose que je répète à l'envi, c'est vraiment, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard. Et encore une fois, je ne parle pas de spéculation, hein. Moi, ça ne m'intéresse même pas. Je regarde quasiment pas mes wallets. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, ça va être voilà, la 5e ou la 6e fois que j'en parle, hein, mais c'est les cas d'usage, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces technologies, quoi. Et il y Mmh. a tellement de choses à faire, à inventer, enfin, c'est génial, c'est génial. Tu te dis, tu peux révolutionner plein d'écosystèmes, plein d'industries. Il y a encore des idées qui sont même pas encore dans une tête, et demain, ça sera peut-être des leaders mondiaux, tu vois. Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette vision à 20 ans. Du coup, bah, vous, dans 20 ans, leader français de l'incubation de projet Web3? Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais, et pas que. Je dis, pourquoi pas aussi, enfin leader, j'aime pas le terme leader parce que
Leader, ça veut dire qu'il y a une concurrence, ça veut dire qu'il y a un deuxième, qu'il y a un troisième. Pour moi, la seule compétition, c'est avec soi-même. Tu vois, alors c'est un peu l'esprit du Web3, mais j'aime pas l'histoire du premier, du deuxième. Et d'ailleurs, en fait, si tu es leader, comme par exemple Binance, tu vois, et que tu écrases les autres, bon, bah, tu vas dire que c'est un peu hypocrite avec ma casquette, mais bon, la casquette, c'est pour le personal branding, on va dire. Mais voilà, leader, il n'y a pas forcément besoin de leader. Tu fais ce que tu as à faire, tu essaies d'apporter de la valeur ajoutée, et puis voilà. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est vraiment de contribuer vraiment au développement de l'écosystème Web3 en France, à l'adoption et à faire de la France un leader mondial dans ce domaine. Donc nous, pour le coup, on a un marché français, franco-français, ou on va dire francophone. Hein, on est basé à Lille, donc coucou à nos amis belges, il n'y a pas de problème avec vous, ou nos amis suisses, ou un peu plus loin au Québec, hein, c'est pas le sujet. Mais clairement, notre volonté, en tout cas à ce jour, elle n'est pas d'aller sur l'international. Ça viendra peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se dit qu'il y a largement de quoi faire en France. Et c'est surtout voilà, sur ce territoire-là qu'on a envie de nous d'agir et de participer finalement à cette révolution pour éviter que les Américains ne repassent encore dessus comme d'habitude, quoi. Je suis tout Et à les fait Chinois. d'accord. Et les Chinois, parce que les Chinois arrivent sont là aussi, cette fois-ci, quoi. ouais. Tu disais au début, et ce sera ma dernière question avant de passer aux huge questions, que tu avais réussi à proposer 400 000 € de Ouais. réduction partenaire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et comment tu as fait? Parce que le chiffre est colossal. Alors là, c'est une immense dédicace à mon associé Éloi. Donc, c'est essentiellement grâce à lui. Et du coup, c'est un peu l'histoire. C'est un peu son histoire au départ. Parce que la mine, il faut savoir qu'au départ, c'était lui qui développait. Il y a de ça à peu près, on va dire à peu près 1 an. Et en fait, la mine, ça a vocation au départ à devenir une sorte d'école de growth et de no-code, avant que je donne finalement le virus du Web3 à Éloi. Et donc, lui, il est piqué du growth, du no-code, des outils SaaS. C'est vraiment son dada, tu vois, il adore ça. Et donc, il a réussi, du coup, progressivement à réunir, du coup, tout un tas de perks. Donc, il y en a certains qui vont dire, oui, mais ça, celui-ci, on le retrouve ailleurs, etc. Oui, peut-être. Mais il y en a tout un paquet qu'on est allé chercher nous-mêmes, et d'ailleurs, principalement Éloi. Donc, tous ces perks, ces réductions, bah, ça permet finalement aux entrepreneurs Web3, et pas que, pour potentiellement entrepreneur Web 2 et même, pourquoi pas, je veux dire, une TPE, une PME, de pouvoir finalement diminuer ses coûts sur l'utilisation d'outils qui lui font gagner du temps et de l'argent. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on a, entre autres, on a Amazon, on a 5 000 $ de crédit sur les serveurs. On a Notion, qui est un outil génial, franchement, que je recommande, qui permet de faire de la gestion de projet, qui permet aussi de faire de la prise de notes, qui permet d'utiliser son CRM. On a 1 000 $ de crédit. Donc, directement, tu peux déjà commencer à t'organiser avec ton équipe sans avoir à sortir un euro de ta poche. Alors, on a des outils CRM, on a des outils aussi type, si je ne dis pas de bêtises, c'est Legal Start, qui permet du coup de créer les statuts de ton entreprise, des outils de gestion de paie. Enfin bref, des outils de prospection automatique. On a vraiment toute la trousse à outils de l'entrepreneur dans nos perks, dans nos réductions partenaires. Et du coup, en fait, ce qui est aussi sympa, c'est que aussi, on est aussi capable d'aller chercher les autres. C'est-à-dire que quand on découvre un outil qui est vraiment sympa, que ce soit nous-mêmes ou par nos incubés ou des partenaires, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, si l'outil est vraiment cool, qu'on l'a testé, qu'il est intéressant, on va au front, on va directement contacter les développeurs de ce projet, puis on leur dit, est-ce que vous pouvez nous proposer quelque chose de sympa? Trop bien. Bon, c'est vraiment un projet formidable. Moi, en tout cas, je vous soutiens de tout cœur. Merci à toi. Maintenant, c'est le moment de passer aux huge questions. J'espère que tu es prêt. Ça va aller très vite Vas-y. et ça devrait être fun. Alors, plutôt café. Café sans sucre, noir. Alors moi, je suis plus CryptoPunk parce que voilà, c'est un peu l'histoire des NFT, c'était les premiers. Et voilà, les Bored Ape, j'ai rien contre eux, mais CryptoPunk, c'est un peu la première collection d'NFT qui s'est fait connaître. Donc ouais, CryptoPunk. Alors moi, je suis plus Ethereum. Ouais, pourquoi? Parce que les cas d'usage. Alors le Bitcoin
pour la réserve de valeur, ouais, c'est cool, mais sans Ethereum, sans le génie visionnaire Vitalik Buterin, on n'aurait pas les smart contracts, on n'aurait pas la DeFi, on n'aurait pas les NFT, donc définitivement Ethereum. Alors là, pour le coup, USDC, là, c'est plus une question de collatéral. Bon, j'ai failli dire la blague UST, Terra de Luna, mais je vais éviter. Tu vois, c'est un peu la blague qui fait mal à tout le monde, ceux qui ont perdu de l'argent dans l'histoire. Mais ouais, USDC, parce qu'au niveau collatéralisation, on va dire que ça me semble plus sérieux que l'USDT. Mais après, voilà, si mon cœur parlait, je dirais plus le DAI. Alors là, effectivement, pour moi, SBF, parce que ce qu'il a fait avec FTX, et aussi le mec, il est vraiment visionnaire, il réfléchit même pas à se faire vraiment de l'argent, il veut proposer des solutions, il a un mindset de tueur, son histoire, elle est complètement dingue. Enfin, ouais, SBF. Bon, du coup, la prochaine, elle est facile. FTX, évidemment, j'ai toujours été bah voilà, fan de Binance du premier jour. Et contrairement à ce que dit ma casquette, hein, mais ouais, FTX. Ah, bah là, on l'attendait, hein, tu vois, c'était un peu de teasing sur le post LinkedIn. Alors, je fais du 43. Vous le savez enfin, maintenant, je chose du 43. Yes, ok. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Est-ce que on a des questions? Est-ce que vous avez des questions à poser à Romain dans les commentaires? N'hésitez pas. Je sais pas après s'il y a pas, il y a toujours un petit décalage sur LinkedIn entre nous, notre moment où on est live et revoilà Babas. Yes, Salut les gars, Bastien. salut. Putain, Yo, super, Bastien. franchement, super interview. Et concernant les questions, alors ils ont été très sages, c'est la première fois, mais ils ont été très sages. Il n'y a pas de questions pour l'instant, donc je pense que Romain a été très clair sur ce qu'il a dit. Et ouais, comme j'ai dit, c'était super intéressant, c'est super cool. Ouais. Bah on les laisse un petit peu réfléchir. Peut-être qu'ils digèrent déjà. C'est Ouais. possible. En même temps, on est 13h15. tellement à l'heure, 13h15, regarde ça. Il y a eu le petit bug aussi qui a fait que ça n'a pas dû pouvoir être visible directement sur LinkedIn, je crois. Donc, tout le monde n'a pas pu accéder. Ouais, mais c'est étrange parce qu'on a eu les deux sons de cloche. En fait, on a eu des gens qui étaient là, qui étaient connectés et ça se passait très bien. Et d'autres pour qui ça passait pas. Je vais investiguer pour Ouais. comprendre pourquoi ça n'a pas marché. En tout cas, de toute façon, vous aurez accès au replay. Ah, on a une question. Je te laisse Alors, l'afficher, Bastien. Yes. Est-ce que tu as besoin de fonds pour créer un incubateur? Bah, pas forcément. Enfin, il y a certains incubateurs, effectivement, qui ont soit des besoins de bureaux en fixe ou qui ont des besoins parce qu'ils investissent directement dans des startups. Nous, pour le coup, c'était full bootstrap. Donc, effectivement, on a développé, enfin, si, avec certaines quantités de fonds propres, hein, mais on a choisi de pas lever de fonds. On a choisi. Alors, ça pourrait être éventuellement amené à changer. On ne met pas de côté la partie levée de fonds. Ça pourrait arriver tôt ou tard. Mais pour l'instant, on n'est pas fermé à la question. Mais là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et en plus, nous, ce qu'on préconise aussi aux porteurs de projets, c'est en mode tester les choses, voyez déjà, essayer de trouver déjà un marché, essayer de trouver vraiment voilà, des clients, etc. Et après, pourquoi pas une levée de fonds. Mais lever, enfin, ça sert à quoi? Je ne vois pas la question de lever pour lever. Tu lèves des fonds si tu as des besoins. Donc, tu lèves des fonds si tu as besoin d'une certaine scalabilité. Si un jour, on se dit, bah, tiens, on aimerait bien nous-mêmes investir dans les startups qu'on incube, pourquoi pas lever? Donc, pourquoi pas? Mais une levée doit répondre à un besoin. Et là, c'est aussi une chose pour moi que c'est importante. On donne beaucoup trop d'importance aux startups qui ont levé de l'argent. Et en fait, tu as des porteurs de projets qui n'ont jamais levé un seul euro et qui proposent des solutions qui rapportent énormément de chiffre d'affaires, mais tu ne les vois jamais dans les médias financiers, etc. Donc, nous, on se pose un petit peu en contradiction avec tout ça. On se dit, bah, lever pour lever, pourquoi? Tu as certains projets, d'ailleurs, dédicace à Metaverse GT, hein, des amis à nous, tu vois, qui ont un projet métaverse. Ils n'ont pas levé d'argent là pour l'instant. Ils ont réussi à développer un métaverse qui est déjà assez qualitatif. Et pour l'instant, du coup, ils n'ont pas levé. Ils n'ont pas besoin. Donc, lever de l'argent, oui, s'il y a un besoin. Et il faut pricer ce besoin. Il faut dire, faut aussi dire, être transparent avec tes investisseurs en lui disant,
ça va servir à ceci, à cela, etc. Donc, la levée d'argent doit avoir un intérêt. Pour le coup, pour l'instant, nous, on n'a pas eu d'intérêt et surtout, on développe très bien sans avoir besoin de lever de fonds. Donc, ça viendra peut-être tôt ou tard, mais là, pour l'instant, on n'en a pas besoin parce que nos coûts structurels sont, on va dire, assez négligeables. Bah, merci beaucoup pour cette super réponse. Et, est-ce que même il y a besoin de locaux pour incuber certains projets au début? Moi, je me demande, parce qu'on arrive dans vraiment, enfin, on arrive depuis le Covid, on est vraiment dans une ère où on a appris à travailler tous à distance et puis peut-être dans le futur, dans le métaverse, mais est-ce qu'on a finalement besoin vraiment d'avoir une structure, c'est-à-dire, un bloc avec, je sais pas 10 salles, dédiées au projet que tu incubes? Est-ce qu'on peut pas aussi, garder justement cette énergie, garder les fonds pour faire autre chose, pour aller, Tout à fait. proposer, je sais pas, de l'advertising ou des choses comme ça? Je suis tout à fait d'accord. Nous on fonctionne vraiment en mode lean startup, c'est-à-dire 1 €, c'est 1 €. D'ailleurs, même avec mon associé Léo, des fois, on se demande, on va prendre un abonnement sur un outil SaaS, c'est 30 ou 50 € par mois. On se pose la question, on se dit: «Tiens, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup?» Mais vraiment, voilà, c'est ça aussi important, c'est qu'on a beau être dans le milieu startup, dans le milieu Web3, 1 €, c'est 1 €. Mais vraiment. Mais pourquoi? C'est parce que c'est l'argent de ta boîte, mais c'est aussi un peu le tien. Et si tu mets 30 € dans quelque chose, tu peux le mettre dans autre chose. Bon, 30 €, j'exagère un petit peu, mais même pas tant que ça. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut maîtriser ses coûts parce que bah, tout euro non dépensé, c'est de l'argent que tu peux utiliser dans le développement de solutions, dans du marketing, dans plein de choses. Donc pour nous, effectivement, maîtriser les coûts, c'est quelque chose de super important. J'ai envie de te dire, même pareil, tu vois, un événement, tu vas aller à un événement, aujourd'hui, il y a des événements qui coûtent quand même plusieurs centaines d'euros. Tu te poses la question avant. Tu te dis, tiens, est-ce que cet argent ne serait pas mieux dépensé ailleurs? Donc moi, en tout cas, je suis assez, pour l'instant, assez favorable au fait que full remote, c'est pas mal. Tu vois, à distance, en visioconférence, tu peux déjà finalement te débrouiller. Pour la planète, c'est aussi mieux, quelque part. Et puis, il y a certains incubateurs, on va dire Web 2 ou des incubateurs à l'ancienne. En fait, c'est plus ou moins des programmes immobiliers, quoi. C'est-à-dire, en fait, à l'intérieur, bon, voilà, c'est un programme immobilier, tu payes ta place. C'est cool parce que les gens se rencontrent et ça permet finalement de networker. Mais à côté de ça, quelle valeur ajoutée? Est-ce que tu as vraiment de l'advisoring? Est-ce que tu as du consulting? Est-ce que tu as de l'accompagnement? Pas toujours. Et nous, Mmh. on est vraiment focus sur le côté incubateur, valeur ajoutée. On apporte de l'accompagnement, etc. Aujourd'hui, le besoin ne s'en fait pas ressentir d'avoir des locaux. Par contre, effectivement, on est mobile. Ça nous arrive d'aller travailler dans des coworking pour aller rencontrer aussi d'autres personnes. On se déplace à Paris, on va se déplacer bientôt à Marseille. On rencontre nos incubés régulièrement, on rencontre aussi des partenaires régulièrement. Donc, nous, on est assez finalement souple sur notre façon de travailler et pour l'instant, ça nous correspond très bien comme ça. Je ne ferme pas la porte. Pourquoi pas un jour, effectivement, avoir des locaux en dur. Pour l'instant, au niveau de nos dépenses et de nos coûts, c'est pas pertinent. Et au niveau de nos besoins, c'est pas pertinent. Donc, je dis pas non, mais pour l'instant, c'est pas intéressant pour nous. Pour l'instant, pas besoin de fonds. C'est ça. OK, merci beaucoup. Je vois qu'a priori, il y a pas d'autres questions. Du coup, comme on dit, it's a wrap. C'est top. C'était trop bien de t'avoir, Ouais, Romain. nickel. Merci à vous. Merci à Bastien Avec pour plaisir. ton plaisir partagé. Merci Bastien pour ton exécution, flawless, sans faille, c'était trop bien. Top. Et puis, on espère que ça vous a plu. Les quelques chanceux qui apparemment ont eu la possibilité d'avoir le stream live. De toute façon, je vous partagerai les liens, Romain aussi, Bastien aussi. On va À partager fond. ça sur nos réseaux pour que vous puissiez avoir accès au replay et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Super. Merci Merci à les vous. gars. C'était un Merci plaisir. beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.